Ça commence un peu comme un conte de fées. Elle est si belle que quiconque posant le regard sur elle ne peut plus en détourner les yeux. Ou alors, comme un fantasme. Où que je me place et me déplace, son propre regard me suit fasciné. Pourquoi ce petit tableau, qui n'est ni le plus beau ni le plus intéressant de Léonard de Vinci, fascine-t-il autant les foules, et ce pratiquement depuis son achèvement? Comment la Joconde a-t-elle pu devenir la peinture la plus célèbre et la plus admirée du monde occidental, et bien au-delà? De son vivant, Léonard lui-même ne s'en séparera jamais, ce qui participe sans doute de sa légende, mais à peine est-il décédé ou sur le point de l'être, que François Ier achète le tableau pour le château de Fontainebleau. 30 ans seulement suffisent pour que les choses s'emballent. En 1550, en effet, l'historien de la Renaissance Giorgio Vasari écrit « Devant ce visage, celui qui veut savoir ce que peut l'imitation de la nature par l'art le saisit sans peine. » L'exécution de ce tableau est vraiment à faire trembler de peur le plus vigoureux des artistes. Il y a dans celui-ci un sourire si attrayant qu'il donne au spectateur le sentiment d'une chose divine plutôt qu'humaine, et si on le tient pour une merveille, c'est qu'il est la vie même. Admettons, mais ça n'explique pas vraiment cet engouement particulier, cette passion quasi religieuse. En toute saison, au Louvre, des foules survoltées, sans même jeter un coup d'œil aux chefs-d'œuvre italiens qui y sont réunis, traversent en file indienne la grande galerie pour atteindre au plus vite la salle des États et tenter d'y photographier, en jouant des coudes et en se hissant sur la pointe des pieds, le pauvre caisson de verre qui protège la Joconde des émois de ses adorateurs. Même les noces de Cana de Paolo Veronese qui lui font face sont ignorées du public. Oublions les hypothèses plus ou moins farfelues sur l'identité du modèle qui a posé pour la Joconde, voire sur son genre, cela reviendrait à ergoter sur le sexe des anges. Tout y est passé ou presque, la princesse de Forlì Catherine Sforza, une maîtresse de Julien de Médicis, la mère de Léonard, Léonard lui-même, son amant et assistant, Saint Jean-Baptiste et même une gorgone dissimulée sous le sourire. Décidons plutôt, une bonne fois pour toutes, qu'il s'agit de Lisa di Noldo Gherardini, troisième épouse de Francesco del Giocondo, qui lui fera 3 enfants. Nous pourrions invoquer l'instinct grégaire qui fait se rassembler les humains en quelques lieux communs, mais ça semble un peu court. Ou, option plus intéressante, la technique du sfumato, cette façon de rendre invisibles les limites et le contour des visages et des corps, ce glacis de couches superposées, si fine et délicate, qui donne aux formes cette douceur particulière à Léonard, et qui, dans le cas de la Joconde, semble être une description précise de son psychisme. Ou encore évoquer ce mystérieux arrière-plan, ce paysage âpre, un brin fantastique, très éloigné de la douceur toscane tant célébrée. Mais en réalité, le mystère reste et restera entier, car il tient à l'essence même de la séduction féminine, une énigme de la sensibilité et du cœur qui nous tient à distance d'un sourire fugace, métamorphosant le visage de sa messagère dans le même temps qu'il le dérobe à notre entendement. Nous sommes au cœur d'une forêt presque impénétrable, celle des profondeurs de notre inconscient. Regardez la belle ferronnière, peinte par Léonard de Vinci quelques années avant la Joconde. Ce n'est plus un tableau, c'est une fable, une fiction poétique, une fixation onirique, une offrande du subconscient, écrivait à son propos l'historien d'art André Chastel, spécialiste de l'art renaissant et grand amateur, c'est du moins mon sentiment, de la Belle au bois dormant.